Pour cette conférence de décembre, j'ai le grand plaisir d'avoir pu inviter Dominique Méda, qui est sociologue, philosophe, professeur à Paris-Dauphine. Et je lui ai demandé de nous parler quelque part de la valeur travail, puisque je pense qu'il y a peut-être une crise du travail, en tout cas il y a peut-être une évolution des générations à l'autre, mais c'était probablement déjà le cas pour notre génération vis-à-vis des générations plus anciennes. Je suis un lecteur assidu sur les tribunes de Madame Méda sur Le Monde. Peut-être que nous aurons l'occasion de vous inviter sur un autre sujet une autre fois. En tout cas, un très grand merci d'être venu partager avec nous cette conférence sur Y a-t-il une crise du travail? La parole est à vous, Madame Méda. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Doyen, pour l'invitation. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Ben oui, je reviendrai avec plaisir. Écoutez, si cette conférence vous plaît, évidemment. Alors, oui, je voulais vous parler de la crise du travail. Donc, j'ai intitulé cette présentation sous une forme interrogative. Vous voyez, y a-t-il une crise du travail? Alors, je vais, si vous le voulez bien, procéder en quatre moments. Je vais me demander s'il y a une crise d'abord de la valeur travail. Vous savez qu'on emploie souvent, on entend souvent cette expression, hein. Il y aurait une crise de la valeur travail. Je vous montrerai que non, il n'y a pas de crise de la valeur travail, mais qu'en revanche, il y a une crise du travail et une crise française du travail. Je m'appesantirai un peu, je m'attarderai un peu sur l'aggravation des conditions de travail hospitalières et je me demandais ce qu'on peut faire, s'il y a des recommandations qui nous seraient utiles pour améliorer ce sujet. Alors, premier point, est-ce qu'il y a une crise de la valeur travail? Sous-titre, est-ce que vraiment les Français sont paresseux ou pas? Vous savez qu'on entend ça souvent, hein. Les Français seraient paresseux. Il y a un certain nombre d'économistes qui nous disent ça, ou de responsables politiques, hein. Paresseux, adeptes du loisir, et la France serait le pays qui apprécierait le plus le loisir. Alors là, je vous montre un certain nombre de graphiques qui sont extraits d'une enquête qui nous permet de faire de la comparaison européenne et donc d'une enquête intitulée l'European Value Survey, l'enquête sur les valeurs des Européens. Je vais vous montrer plusieurs vagues. Cette enquête passe tous les 10 ans à peu près. Et là, je vous montre la vague 1999, où vous voyez tous les pays sont en bas. C'est peut-être un peu petit pour que vous les voyez bien, mais ça va du Danemark, de la Grande-Bretagne jusqu'à la Pologne. En bleu foncé, les personnes qui considèrent que le travail, la question est, dans votre vie, est-ce que le travail est important? En bleu foncé, les personnes qui disent que oui, le travail est très important. Bleu un petit peu plus clair, assez important. Bleu plus clair, pas très important. Et blanc, pas important du tout. Vous voyez qu'en 1999, on voit deux choses. On voit d'abord que la majeure partie de la population européenne qui est considérée dans cette enquête considère que le travail est très important, mais qu'il y a également de fortes différences entre les pays. Par exemple, entre, à l'extrême gauche, le Danemark, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, où 40% seulement des personnes nous disent que le travail est très important. Et de l'autre côté, la Pologne, Malte, la Roumanie, la Lettonie et la France, qui se trouvent ainsi proches de pays qui ne ressemblent pas beaucoup, pour lesquels entre 70 à 80% des personnes disent que le travail est très important. Donc, beaucoup de personnes qui disent que le travail est très important, mais quand même de grosses différences selon les pays. C'est à peu près la même chose, ou du moins la France conserve cette position assez bizarre, hein. Elle est proche de pays qui ne lui ressemblent pas du tout, ni par le degré de richesse, ni par d'autres points culturels. Idem en 2008. Alors là, vous voyez, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Y a-t-il un pointeur? Je crois pas, mais si on part d'ici, vous voyez à Chypre, Malte, la Grèce, le Luxembourg et la France qui sont encore, qui présentent encore des scores très élevés. Et puis ça, c'est la dernière version que l'on a, hein, la vague 2017, où eh bien ici nous avons l'Italie, l'Espagne, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie et la France où les personnes sont les plus nombreuses à dire que le travail est très important. Alors,
je vous ai parlé d'une position assez spécifique, assez spéciale de la France. On la voit mieux ici, puisque ici vous avez la France en rouge et l'Allemagne en gris, la Grande-Bretagne en gris clair. Et on regarde toujours cette même question, est-ce que le travail est important? Mais on regarde selon la situation professionnelle. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que s'agissant des personnes qui travaillent à temps plein, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, c'est pareil, hein, ils sont aussi nombreux à dire que le travail est très important. Mais vous voyez que la France se détache considérablement s'agissant des autres positions selon l'emploi, c'est-à-dire que l'on travaille à temps partiel, qu'on soit indépendant, au chômage, retraité, étudiant ou au foyer. En France, on est toujours beaucoup plus nombreux qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne à dire que le travail est très important. D'où cette idée qu'il y a vraiment une spécificité française. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous ai pas raconté que moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet et à faire ces comparaisons, à exploiter ces enquêtes européennes, parce que on avait fait un grand programme de recherche européen où on cherchait à tester, à mettre à l'épreuve l'idée que les jeunes ne voudraient plus travailler. Alors, qu'est-ce que l'on trouve quand on s'intéresse aux attentes des personnes, aux attentes qu'elles placent sur le travail, et que l'on les divise en trois grandes parties, hein, les moins de 30 ans, les 30-49 ans et les 50 ans en plus, eh bien, on voit que le tiercé, les attentes qui sont placées sur le travail sont identiques, hein. On attend du travail qu'il nous donne une bonne ambiance, qu'il y ait une bonne ambiance de travail, qu'on s'engueule pas avec les collègues, autrement dit, ou qu'on se fasse pas harceler par son chef. On attend du travail de bien gagner sa vie et aussi de faire quelque chose d'intéressant. Et si vous voyez la façon dont les différents âges, les différentes tranches d'âge répondent, eh bien, vous voyez donc, on a le même tiercé, mais avec des attentes beaucoup plus intenses de la part des jeunes. Vous voyez que les jeunes sont beaucoup plus nombreux que les autres à dire que un bon travail, c'est un travail où on gagne bien sa vie, où ce qu'on fait est intéressant et où l'ambiance de travail est bonne. Et puis nous avons donc une spécificité en France qu'on vérifie sur de nombreuses enquêtes, hein, c'est que nous attachons beaucoup d'importance à l'intérêt intrinsèque du travail, c'est-à-dire au contenu du travail, à l'activité de travail. Alors, est-ce que cette époque est terminée? Et est-ce que par hasard nous aurions rompu avec cette sorte de spécificité française, cette idée que les Français accordaient beaucoup d'importance au travail? Est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère dans laquelle le travail n'aurait plus d'importance? Est-ce qu'on n'aime plus le travail? C'est ce que suggérait une enquête très récente, vous voyez, elle date de 2022, une enquête qui a été faite finalement juste après la sortie du Covid, intitulée de cette manière, de façon que j'ai trouvé personnellement très maladroite, grosse fatigue et épidémie de flemme quand une partie des Français a mis les pouces. L'idée, c'était en effet que ils avaient posé la même question avec la même formulation que l'enquête sur les valeurs des Européens. Est-ce que pour vous le travail est important dans votre vie? Et ils avaient vu que les Français étaient beaucoup moins nombreux à répondre qu'auparavant. Et donc, d'où cette idée que le Covid finalement aurait entraîné une rupture radicale avec le passé et une rupture radicale des Français avec le travail. Alors moi, je dis attention. D'abord, il n'y a pas de refus du travail. On ne peut pas interpréter les réponses qui ont été données à cette enquête comme un refus du travail. Et d'ailleurs, la DARES, qui est la direction qui fait des statistiques et des études au ministère du Travail, elle a mis très rapidement un point final à ce type d'interprétation, hein, en qualifiant la grande démission. Vous vous souvenez qu'on a parlé de grande démission. Et alors, on a dit, les Français, ils veulent plus travailler. Alors, pas du tout. C'est pas que les Français ne voulaient plus travailler, mais c'est qu'ils voulaient éviter ou qu'ils avaient saisi l'opportunité d'avoir des conditions de travail moins intenables qu'auparavant. Et donc, ça n'est pas un refus du travail, mais un refus de conditions de travail trop difficiles que l'on a vu à l'œuvre, puisque la plupart des gens qui ont quitté leur emploi en 2022 en ont retrouvé un dans de très brefs délais, que le taux d'emploi n'a jamais été élevé depuis que les séries existent. Et la DARES a bien montré que, en fait, là où il y avait des
difficultés de recrutement, c'était les conditions de travail qui les expliquaient. J'y reviendrai tout à l'heure. Par ailleurs, l'enquête dont je vous parlais, cette enquête qui a ensuite été interprétée comme le fait que les Français n'aimeraient plus le travail, elle n'a pas été menée selon les mêmes méthodes et dans le même cadre que l'enquête sur les valeurs des Européens. Il faut se souvenir, vous êtes bien placé pour le savoir, que le Covid a provoqué un énorme choc, et donc il me semble qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, et peut-être que maintenant c'est le bon moment pour reposer ce genre de questions, mais peut-être que 2022 c'était un petit peu plus proche. Surtout, il n'y a rien de nouveau. Je voudrais vous montrer que il n'y a rien de nouveau dans ce que nous dit cette enquête. Il n'y a pas de rupture avec ce qui se passait auparavant, mais il y a simplement une accentuation des tendances antérieures. Pourquoi et comment vous le montrer? Je reviens sur mon premier graphique. Dans mon premier graphique, je vous ai dit que les Français étaient parmi les plus nombreux à dire que le travail pour eux était très important. Mais dans cette enquête, on posait exactement à la même date une autre question, ainsi libellée. Serait-ce une bonne chose que le travail prenne une place moins grande dans notre vie? Et là, les Français étaient tout simplement les premiers. Vous voyez, ils sont là. Ils sont les premiers à dire que ce serait une bonne chose que le travail occupe une place moins grande dans notre vie. Donc, nous voilà face à un paradoxe, ce qui peut sembler, dans un premier moment, un paradoxe. Les Français sont parmi les plus nombreux à considérer que le travail est très important, et en même temps, ils voudraient bien que le travail prenne une place moins grande dans leur vie. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi? Il me semble qu'il y a deux explications que je vais vous proposer de regarder l'une après l'autre. La première explication, c'est la montée de l'aspiration à mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée, notamment la vie familiale. Et la deuxième raison, ce sont les conditions de travail. Première raison, les difficultés de conciliation. Je vous montre une enquête passée en 2003 dans laquelle on avait pu introduire une question nous permettant de mesurer l'importance relative accordée au travail et à la famille. Donc on avait dit aux personnes ceci: est-ce que vous diriez que votre travail est plus important que tout le reste? 3,6% des personnes interrogées le disaient. Bon, d'accord. Alors, est-ce que votre travail est très important, mais autant que d'autres choses? Vie familiale, vie personnelle, vie sociale. 25% le disaient. Et en fait, 66% disaient que le travail était assez important, mais moins que d'autres choses, ce qui nous permettait de mesurer l'importance accordée à la vie familiale, à la vie personnelle, à la vie sociale par les Français. Et c'est la raison pour laquelle le papier, le 4 pages de l'INSEE tirait de cette enquête, qui était une très grosse enquête avec un très bel échantillon représentatif de la population française. Pour ça que le 4 pages a été titré ainsi, la famille, pilier des identités, à la question qu'est-ce qui permet le mieux de dire qui vous êtes. 86% des personnes citent leur famille, arrive ensuite loin derrière le métier et les amis. Alors évidemment, vous me direz que c'est normal puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont de la famille que de personnes qui ont des amis ou qui exercent un métier. Vous avez parfaitement raison. Il n'en reste pas moins que cela est très important à prendre en considération parce que cette activité, s'occuper de sa famille, avoir des relations familiales, sociales, ça prend du temps, évidemment, ça entre en quelque sorte en compétition avec la vie professionnelle, et cette conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, elle est jugée de plus en plus difficile. Elle est notamment jugée de plus en plus difficile à mesure que les femmes sont plus nombreuses dans l'emploi, on sait que ça se passe, ça, depuis les années 70-80, et que les hommes sont plus impliqués, pas encore complètement, bien sûr, mais plus impliqués dans la vie familiale. Là, je vous montre sur ce graphique la manière quand même dont les taux d'activité des hommes et des femmes se sont rapprochés, puisqu'en 75, pardonnez-moi, on avait encore, vous voyez, plus de 30 points de différence. Aujourd'hui, on a 8 points de différence dans le taux d'activité des hommes et des femmes. Et là, c'est le résultat de la dernière enquête de l'INSEE sur cette question des difficultés de conciliation, où l'on voit que énormément de personnes disent avoir des difficultés de conciliation, 61%, et respectivement 59% des hommes et 63% des femmes.
Donc, premier sujet, si les personnes considèrent à la fois que le travail est très important mais voudraient réduire sa place, c'est que le travail prend trop de place. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas le travail. La toute dernière enquête du Crédoc qui demande aux personnes, si vous deviez choisir un emploi aujourd'hui, quels seraient les principaux éléments que vous prendriez en compte parmi les éléments suivants? Eh bien, on voit qu'en tout premier vient le niveau de rémunération et juste après, la possibilité de conjuguer sa vie de famille et sa vie professionnelle. Donc, c'est très, très important. Deuxième explication de ce paradoxe, c'est la crise du travail française et c'est donc mon deuxième point. On a plusieurs enquêtes qui nous permettent de vraiment bien cerner les conditions de travail en France et son évolution surtout. On a une enquête française qui existe depuis 1978 avec sa dernière vague qui date de 2019 qui concerne 25 000 actifs occupés et c'est une enquête qui est faite par le service public, la DARES, donc qui est excellente. Et puis on a une enquête européenne qui a copié sur l'enquête française, qui est la petite sœur de l'enquête française, qui contient à peu près le même questionnaire qui date de 1990, dernière vague 2021. Donc très intéressante, d'une part parce qu'elle vient en même temps, juste après que le Covid, et elle va nous permettre de comparer les réponses d'actifs qui se trouvent dans 36 pays. Que nous dit la première enquête, l'enquête de la DARES, l'enquête française? Elle suit donc l'évolution des conditions de travail. Là, je vous montre un cas de page qui date de janvier 2007, où la DARES nous disait « Conditions de travail, une pause dans l'intensification du travail ». L'idée est que depuis les années 80, on constate une intensification du travail avec des moments de pic et de repli. Et donc là, entre 98 et 2005, il y aurait eu une pause dans l'intensification du travail, mais qui n'a pas duré. Et il y a donc eu, ça vous voyez, c'est un papier qui date de juillet 2014, une reprise de l'intensification du travail chez les salariés. Et ici, la toute dernière publication de la DARES, qui est arrivée, peut-être l'aviez-vous vu, en pleine manifestation contre la réforme des retraites, un papier qui date de mars 2023. Donc le papier arrive à ce moment-là. Et qu'est-ce que nous dit ce papier qui rend compte d'une interrogation des personnes en 2019? Il nous dit qu'en France, en 2019, 37% des salariés ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Ce qui est un chiffre absolument énorme, 37% ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Et donc ça nous permet évidemment de comprendre la violence et l'ampleur des manifestations contre la réforme des retraites, puisque ces personnes qui déjà étaient 37%, elles se sont dit, si on augmente encore l'âge du taux plein, je ne vais encore pas plus pouvoir tenir. Je vous montre juste comment se répartissent les réponses, que c'est très important toujours sur cette part de salariés qui déclarent de ne pas être capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite en 2019. Les jeunes sont les plus concernés. On sait, et on ne le dit pas assez, que les jeunes ont des conditions de travail très difficiles. Les femmes sont plus concernées que les hommes. Lorsqu'on a des enfants, ça accroît l'insoutenabilité. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que quelle que soit la CSP, qu'on soit cadre, employé ou ouvrier, les taux sont très élevés. Cadre 32%, employé ouvrier 39%. Donc, on a déjà l'impression là qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos conditions de travail et que les conséquences pour les salariés qui sont concernés, c'est une perte de sens du travail, c'est ce qu'on entend dans les enquêtes que l'on fait, perte de sens du travail, sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, mais souvent d'être obligé de, je mets des guillemets, saloper ou saboter son travail, un très fort sentiment d'absence de reconnaissance et une dégradation des conditions de travail qui était particulièrement nette dès la vague 2013 de l'enquête conditions de travail et qui attirait déjà notre attention sur la fonction publique hospitalière. Vous voyez ici 3 questions. Est-ce que vous devez faire trop vite une opération qui demanderait davantage de soins? Et vous voyez là que à l'extrême droite, vous avez la fonction publique hospitalière, où vous avez quasiment 40% des personnes qui disent qu'elles doivent faire trop vite une opération qui demanderait davantage de soins, mais aussi plus de 10% qui disent qu'elles devraient faire des choses qu'elles désapprouvent, ou 36%, toujours pour la fonction publique hospitalière, ne pas ressentir la fierté du travail bien fait.
Alors maintenant, je vous montre les résultats de l'enquête européenne, et c'est là que c'est quand même très très ennuyeux. C'est que, si je spoil, la France est vraiment en très mauvaise position en comparaison européenne. Qu'est-ce qu'on voit ? Donc, la France est en orange. Les bons élèves à laquelle nous l'avons comparé, Allemagne en rose, Danemark en vert, Pays-Bas en bleu et Union européenne à 27 en bleu clair. Vous allez voir sur l'ensemble des tableaux que je vais vous montrer que la France fait toujours pire à la fois que les bons élèves, mais aussi que la moyenne de l'UE, ce qui est absolument pas normal. Ici, ce que nous voyons, c'est la part des salariés qui sont exposés toujours ou souvent à différents types de contraintes physiques. Qu'il s'agisse tout en haut des postures douloureuses, en dessous du port de charges lourdes, en dessous des mouvements répétitifs de la main ou du bras, ou encore de l'exposition à des produits toxiques, la France fait toujours pire que ses voisins. Il s'agit non seulement des contraintes physiques, mais également des contraintes émotionnelles. La nécessité de cacher ses émotions, la nécessité de ne pas montrer ou d'être confronté à la violence ou à des situations qui font mal, qui rendent triste, qui rendent et qui sont émotionnellement difficiles à supporter. Et donc, là, ce que vous voyez, tout en haut, c'est la part des salariés qui disent qu'ils sont toujours ou souvent confrontés à des situations perturbantes sur le plan émotionnel, et en dessous, victimes de discrimination au travail au cours des derniers mois. Plus d'un salarié français sur deux travaille dans l'urgence. Là encore, vous voyez la France en orange qui est devant tous ses petits camarades. Malheureusement, les Français sont moins nombreux que d'autres pays à considérer que leurs collègues les aident et les soutiennent toujours, ce qui est très important au travail, notamment quand on a des exigences fortes à remplir, avoir des collègues qui vous soutiennent et qui vous aident. Ça, c'est très 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 important, et c'est une caractéristique française, hein. C'est le fait que les salariés français n'ont pas voix au chapitre. À la différence des pays nordiques, par exemple, où il y a de la codétermination et où les syndicats sont beaucoup plus puissants qu'en France. On a ici, vous le voyez en France, donc la France est la première là-bas, c'est la part des salariés qui déclarent toujours ou souvent être consultés. Donc être consulté, c'est la première barre. Vous voyez que la France, à l'extrême gauche, les salariés se disent toujours moins consultés que les autres, ou qui peuvent influencer les décisions importantes pour leur travail. Et de la même manière, les Français ont des scores moins bons que leurs voisins. On nous a parlé, vous vous souvenez de l'absentéisme, hein, notamment des fonctionnaires. Hein. Et bien là, vous voyez ici la part des salariés qui déclarent travailler sur leur temps libre tous les jours et plusieurs fois par semaine, ou alors qu'ils étaient malades au cours des 12 derniers mois. 37% des Français déclarent avoir travaillé alors qu'ils étaient malades au cours des 12 derniers mois. Ils déclarent également que le travail que leur santé, ou leur sécurité est menacée à cause de leur travail. C'est quand même une expression très très forte. Ils souffrent de problèmes de santé qui sont pas nécessairement reliés à au travail, hein, et qu'ils considèrent qu'ils obtiennent une faible reconnaissance pour les efforts qu'ils fournissent. Hein. Là, c'est la part des salariés qui déclarent être bien payés pour les efforts fournis, 45% des Français contre 68% des Allemands. Et donc, on a un indice synthétique de qualité de l'emploi dans laquelle la France se retrouve dans la plus mauvaise position près de la Slovaquie, tout en haut. C'est la part de salariés qui se déclarent en situation d'emploi tendu. Un emploi tendu, c'est un emploi dans lequel les exigences sont très fortes et les ressources pour y faire face très faibles. Donc, un panorama qui n'est pas à notre avantage. Les explications qui sont en général données de cette mauvaise position française, hein, c'est la financiarisation des économies. Alors vous allez me dire, toutes les économies ont été financiarisées, c'est vrai. Une pression accrue sur la rentabilité des entreprises. La dérive de ce qu'on appelle le toyotisme. Dans les années 80, on a voulu importer les méthodes japonaises, qualité zéro défaut, qualité totale, etc. Et puis on a
pas vraiment réussi à le faire. Ça s'est transformé en ce qu'on appelle un néo-taylorisme, c'est-à-dire le taylorisme un petit peu en pire. On entend très souvent dans les enquêtes que l'on fait la remise en cause d'un management par les chiffres, d'un reporting permanent, obligé de sans arrêt montrer ses performances, dire que on a fait ceci et qu'on a fait cela. Évidemment, le New Public Management, c'est-à-dire l'importation des méthodes du privé dans le public, et aussi, reproche que l'on entend beaucoup dans les enquêtes que l'on peut faire, un management fondé sur le diplôme. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont fait les grandes écoles et qui savent, et qui vont venir donner des objectifs à leurs subordonnés, sans du tout connaître la réalité du travail des fameux subordonnés. Alors, on a pu montrer, la recherche a montré qu'il y avait un lien avec les formes d'organisation du travail, et que la situation française, elle serait à mettre en lien avec la prédominance en France de modèles d'organisation du travail simple, taylorienne, en lean production, où finalement l'autonomie des salariés est très restreinte et très contrôlée, versus les organisations apprenantes, donc une grosse responsabilité de l'organisation du travail, organisations apprenantes qui sont en vigueur, notamment dans les pays du Nord ou en Allemagne, versus nos propres organisations du travail, beaucoup plus serrées, avec beaucoup moins d'autonomie. Voilà ce que ça donne en général. Donc ici, Danemark, Suède, Pays-Bas, avec des organisations apprenantes, et puis de l'autre côté, des organisations au plus juste, avec nous qui sommes quand même plutôt du côté des organisations au plus juste. Il y a eu une recherche très intéressante menée en 2013 puis en 2020. Ces chercheurs exploitent l'enquête européenne et ils se demandent pourquoi il y a plus d'organisations apprenantes qui sont liées à plus de bien-être, qualité du travail. Ils se demandent pourquoi il y en a plus dans les pays du Nord. Pourquoi c'est principalement situé dans ces pays, et pourquoi ces organisations qui sont corrélées avec un moindre bien-être et un meilleur bien-être, et un moindre absentéisme, pourquoi il y en a plus dans certains endroits? Eh bien, ils trouvent une unique variable, c'est la force des syndicats. Plus les syndicats sont puissants dans un pays, plus il y a d'organisations apprenantes. Alors, c'est pas complètement contre-intuitif, évidemment, mais c'est évidemment très, très intéressant. Je passe à mon troisième point qui va peut-être plus vous intéresser, l'aggravation des conditions de travail hospitalières. Et puis, c'est un point que vous connaissez très bien, je suppose. Peut-être avez-vous vu passer ce passionnant 4 pages de la DREES, cette fois-ci, donc la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé et de la Solidarité, qui est sorti en novembre 2021 et qui nous dit, c'est toujours l'exploitation de la fameuse enquête conditions de travail française de 2019 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui fait des focus sur la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et qui nous dit que l'exposition à de nombreuses contraintes liées aux conditions de travail demeure en 2019 nettement plus marquée dans le secteur hospitalier qu'ailleurs. Intensité temporelle, contraintes horaires et physiques, demandes émotionnelles et conflits de valeurs sont notamment présents. La différence par rapport au reste, le secteur privé ou le reste de la fonction publique, c'est que l'entraide entre collègues et le sentiment d'utilité sont plus favorables par comparaison à l'ensemble des salariés, mais malheureusement, certaines évolutions qui étaient positives auparavant, eh bien, se sont aggravées en fait entre 2016 et 2019 avec le retour à de hauts niveaux d'exposition. Que nous dit ce papier, que on a pour les personnes interrogées, donc de l'ensemble de la fonction publique hospitalière, une quantité de travail jugée plus fréquemment excessive, que les infirmiers et les sages-femmes sont parmi les familles professionnelles de cet ensemble les plus exposées à la pression temporelle, que les demandes émotionnelles sont très fortes à l'hôpital, que les contraintes physiques sont fortes, notamment pour les aides-soignants, aides-soignantes, agents et agentes d'entretien et infirmiers, infirmières, qu'il y a une autonomie au travail moindre à l'hôpital, mais qui s'améliore, un environnement de travail marqué par de l'entraide, mais aussi par des tensions, des conflits de valeurs exacerbés à l'hôpital et un sentiment d'utilité élevé, ainsi qu'un sentiment de reconnaissance du travail en recul.
L'intensification du travail est plus marquée que partout ailleurs, notamment en raison qu'il y a aussi des horaires de travail atypiques et qu'il y a un fort contact avec le public, évidemment, qui est en lien avec le sens du travail, hein. C'est-à-dire on sait que le contact avec le public, à la fois il améliore le sens du travail, mais il peut aussi aller de pair avec des conflits, des insultes, des violences. Je vous donnerai ces tableaux, puis vous pouvez de toute façon les retrouver sur la publication dont je vous ai parlé, hein. Mais voyez que là, on vous permet de regarder l'intensité du travail et la pression temporelle dans le secteur hospitalier, avec un certain nombre d'items qui sont regardés, hein, toujours ou souvent se dépêcher, travailler sous pression, quantité de travail excessive, fréquemment s'interrompre pour une tâche non prévue. On vous compare les 3 années, ce qui vous permet de voir les évolutions entre 2013, 2016, 2019. On vous compare à l'ensemble des salariés et puis on va distinguer dans le secteur hospitalier l'ensemble des personnels et puis les hôpitaux publics, les établissements privés et puis différentes catégories, les agents d'entretien, les aides-soignants, soignantes, infirmiers, sages-femmes, médecins, professions paramédicales, professions administratives, autres professions. Donc c'est vraiment des tableaux absolument passionnants. J'ai pas le temps de les commenter, mais vraiment je vous propose de les regarder de très près. Là, c'est les moyens à disposition dans le secteur hospitalier, hein. Est-ce qu'on a suffisamment de temps? Est-ce qu'on a suffisamment de collègues? Est-ce qu'on a suffisamment de matériel? Et là, c'est la réponse à la question que je vous ai présentée tout à l'heure, hein. Est-ce que on se sent capable de rester dans ce travail jusqu'à la retraite? Et on va comparer, par exemple, l'année 2019, l'ensemble des salariés, 57%, à l'ensemble du secteur hospitalier, 48%. Donc, vous voyez quand même 9 points de différence. Et puis, il y a le souhait de rester dans le même travail jusqu'à la retraite, où les chiffres sont également très, très intéressants. Ce que l'on nous dit, c'est l'importance de, ce que nous montrent ces tableaux, hein, c'est l'importance de l'autonomie et du soutien social. Lorsque l'autonomie et le soutien social s'accroissent, le sentiment d'insoutenabilité du travail diminue. Les causes de tout ceci, eh bien, ce sont les mêmes causes qu'ailleurs, hein. Le New Public Management, par exemple. Là, je vous montre une grande citation. On avait fait, à l'occasion de la campagne présidentielle de 2012, on avait fait avec France Inter, on avait lancé un grand questionnaire sur le travail, le sens du travail, les attentes relatives au travail, et on avait ramené énormément de verbatim. Je crois qu'on avait ramené 3000 textes de personnes qui avaient écrit, et par exemple, j'ai eu envie de vous en montrer 2, hein. Médecin du travail dans une grande entreprise dite de service public, donc on était en 2012, hein. Je constate des situations de souffrance au travail en lien avec une perte de sens, une course à l'augmentation de la rentabilité, un management sélectionné sur des critères de savoir et non de savoir-faire, etc., etc. Et puis un autre encore pire. Je travaille dans un grand CHU, 7000 agents. Les politiques actuelles sont dramatiques pour le service public. La santé physique et psychologique des personnels se dégrade gravement. Le mal-être au travail est notre quotidien. Tout ce que l'on nous a enseigné dans nos écoles du CHU est remis en cause. On ne peut plus soigner nos malades, plus le temps. La rentabilité, nous, personnels soignants de l'hôpital public, on ne sait pas faire, on n'a pas appris et on ne veut pas apprendre, etc. C'est très grave. La grande majorité des personnels des hôpitaux sont en colère, très en colère, mais à la différence peut-être avec d'autres professions, nous ne négligerons jamais la qualité de nos soins, même si aujourd'hui notre travail nous fait souffrir et nous rend malades. Rôle également, hein, qui est mis en évidence de la loi HPST, avec la dualité des pouvoirs, une relative perte de pouvoir du corps médical, les règles budgétaires avec le fameux ONDAM, hein, qui laisse l'hôpital alimenter les évolutions non maîtrisées de la médecine de ville. Je cite Pierre-Louis Bras, l'ancien non seulement responsable du corps, mais surtout qui a été un des directeurs de la sécurité sociale et qui peut s'exprimer plus librement et qui écrit ceci: l'ONDAM constitue un élément majeur de la régulation des finances publiques
plus que le résultat d'une délibération sur la politique de santé. La démarche est fondamentalement descendante. La politique des finances publiques dicte le niveau de l'ONDAM et les hôpitaux publics doivent s'y adapter. Et donc, cette évolution de l'ONDAM, elle est fixée hors d'une réelle prise en considération des besoins de santé et de l'activité des hôpitaux. Et surtout, cette évolution est systématiquement trop faible pour couvrir l'augmentation de l'activité. Ce que nous dit Pierre-Louis Bras, c'est que tout ça s'est traduit depuis des années par un rationnement du nombre de lits, des effectifs et des salaires, et par un fort accroissement de la productivité des soignants, dont l'aggravation des conditions de travail est parfaitement visible dans les enquêtes. Rôle également de la tarification à l'activité, qui accroît la concurrence et la compétition. La Cour des comptes défend son existence. Et puis le management, un management par les chiffres, un reporting permanent, une forte charge administrative, des règles qui entravent, un manque de reconnaissance, beaucoup de hiérarchie et pas assez de discussion sur le travail. J'ai été très intéressée, j'étais invitée l'autre jour par le congrès des chirurgiens orthopédistes. Au début, je me demandais bien pourquoi ils voulaient m'inviter, qui s'intéressent aux conditions de travail et qui sont même inquiets de ce qui se passe, qui ont lancé une enquête sur le burn-out parmi leurs praticiens en 2022 et qui sortent des chiffres intéressants dans leur profession. Donc, victimes d'un burn-out 5%, témoins d'un burn-out 23%, ont des problèmes de sommeil 77%, sont victimes de harcèlement 14%, ont une dépression probable 29% et ont le job strain, c'est-à-dire sont dans un emploi tendu 98%. Et donc, ils étaient très inquiets de ces évolutions et ils voulaient mettre ça sur la table, s'en occuper. Et notamment, il y avait à la fois des très jeunes chirurgiens et des plus anciens. Et les plus jeunes disaient, écoutez, nous, on en a assez, on n'est pas des surhommes, on en a assez d'être traités comme des surhommes. Et on veut pouvoir, quand on sort d'une nuit où on a essayé de réparer quelqu'un et qu'il est mort, eh bien, on veut pouvoir discuter entre équipes sur le travail, ne serait-ce que pour un peu décompenser, quoi, en quelque sorte. Et donc, voilà, l'organisation de la profession souhaitait vraiment mettre des choses en place pour organiser cette discussion sur le travail. Alors évidemment, il y a aussi une insuffisance des effectifs et un cercle vicieux. Je voulais vous montrer ce papier que j'avais lu à l'époque et qui m'avait beaucoup intéressé, sur l'intérim infirmier, publié donc en novembre 2022, au moment déjà où on parlait de la possibilité de mettre en place un ratio patient-soignant. Et ce qu'on voyait, c'est que lorsque des infirmiers infirmières passaient en intérim, c'était pas nécessairement à cause de la rémunération, mais c'était d'abord à cause des impératifs de planning et notamment cette idée qu'on pouvait jamais avoir ses repos et avoir ses journées de récupération, mais qu'on essaie perpétuellement rappeler et que c'était ça qui était devenu insupportable parce qu'évidemment ça ne permettait pas de prévoir sa vie, les autres aspects de sa vie. Et donc là encore, pour reprendre un poste fixe, les personnes infirmières consultées, disaient que ce qui les ferait revenir, ça serait pas nécessairement en premier la rémunération, mais ça serait un planning adapté aux contraintes et un ratio soignant-patient cohérent et respecté. Et puis évidemment, il y a la question du hors-travail, le fait que on habite très loin, que les transports c'est dur. Et j'avais une doctorante qui avait fait il y a plusieurs années sa thèse sur le travail en 12 heures à l'hôpital. C'était vraiment un sujet très intéressant parce que on voyait à la fois que les soignantes voulaient absolument passer au travail en 12 heures, alors que les syndicats étaient radicalement contre. Et finalement, ce sont les soignantes qui ont gagné. Mais avec donc ce point d'attention des syndicats qui disaient c'est à la fois mauvais pour vous, pour votre qualité de vie, vous allez être fatigué, etc. Puis c'est mauvais pour les patients parce que c'est trop long, 12 heures. Et puis pour finir, je vous montre les résultats d'une enquête que nous avions passée il y a quelques années auprès de plus de 200 salariés dans des organisations très diversifiées du secteur public et privé de toute taille. Qu'est-ce qu'on avait trouvé ? On avait trouvé
trouvé des situations où on était vraiment en deçà de la reconnaissance, des gens qui étaient en butte au mépris, qui n'avaient aucune considération. On avait pu montrer que la nature de l'activité était hyper importante, et notamment, est-ce que l'activité est parcellisée, fragmentée ou pas? C'est-à-dire, en gros, est-ce que je peux mener une action qui a un début et une fin, et donc je peux me sentir à la fois responsable et fier. Idée très importante qu'on a entendue dans la bouche de plusieurs personnes, que le travail, ça doit mobiliser l'intelligence. Le travail, c'est un peu un défi, un challenge. Le travail, c'est aussi la manière qu'on a de montrer aux autres ce dont on est capable, finalement. Il faut que ma contribution soit visible. Alors, tout le monde ne peut pas construire un château, réparer Notre-Dame, mais il faut au moins que chacun puisse mettre en évidence la contribution qu'il a apportée dans une opération globale. On a beaucoup entendu que désormais on sacrifiait la qualité du travail à la quantité et que c'était pas bien. On a beaucoup entendu de récriminations sur les logiques de rétribution, le fait que les métiers les plus importants sont pas payés, que lorsque quelqu'un fait un effort particulier, c'est pas pris en compte, et qu'on sait jamais finalement comment les gens, sur quelle base ils sont récompensés. Ça, je vous en ai déjà parlé, le fait que le management est fondé sur le diplôme et les gens le supportent mal. Beaucoup de sexisme, on a rencontré beaucoup de sexisme et de déclarations de sexisme, du paternalisme et beaucoup de mépris de classe, c'est-à-dire des gens qui nous disent moi je suis dans mon travail, puis les gens débarquent des bureaux, ils me voient même pas, ils me regardent pas, ils viennent parler de mon travail, ils sont autour de moi et moi j'existe pas. Et puis quatrième point, alors que faire? Il sera beaucoup plus court, parce que c'est pas du tout évident. À l'évidence, il faut travailler sur l'attractivité des métiers, c'est-à-dire bien sûr la question des rémunérations, mais aussi plus globalement, il me semble qu'il faut cesser le déni. Or, il y a un véritable déni sur la question des conditions de travail, que ça soit chez les responsables politiques ou, je dirais, chez une large partie de la population française. L'idée qu'en France, les conditions de travail seraient mauvaises, a du mal à passer. On nous dit, écoutez, quand même, c'est mieux qu'avant, c'est mieux qu'avant quand on était dans la mine, etc. Ou on nous dit, c'est mieux qu'en Roumanie, non, quand même. Tout ça, c'est pas certain. Comme ailleurs, il faut, à l'hôpital comme ailleurs, ouvrir des espaces de discussion sur le travail. C'est une idée qui revient beaucoup en ce moment chez tous les chercheurs qui s'occupent du travail. Cette idée qu'il faut, sur le temps de travail, permettre d'ouvrir des moments et des espaces de discussion sur le travail et la qualité du travail, sans la hiérarchie, puis avec la hiérarchie, et ouvrir des espaces de débrief dans les équipes pour discuter sur les cas. Sans doute prendre à bras le corps la question de la T2A, mais vous savez que ça n'avance pas beaucoup, c'est-à-dire des modes de financement alternatifs, réduire la place du reporting, réfléchir aux conditions hors travail, les questions l'éloignement du domicile, etc. Et puis la fameuse question du ratio soignant-patient. Vous savez qu'il y a une PPL qui est une proposition de loi qui est qui a été arrêtée, dont on a arrêté la discussion, mais qui pourrait reprendre. Ça, il y a 2 ans, j'avais fait une petite chronique justement qui reprenait cette idée qu'il fallait plus de ressources pour l'hôpital public, et j'avais repris des chiffrages qui nous disaient que il pourrait être nécessaire de recruter jusqu'à 100 000 infirmiers pour un montant de 5 milliards d'euros. Ça, c'est la fameuse proposition de loi du 1er février 2023 relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé. Et alors que l'on a appris que le financement du Ségur de la santé n'avait pas été prévu, vous avez sans doute vu ça, que dans le déficit, il y a l'idée qu'on n'aurait pas prévu le financement du Ségur de la santé. Eh bien, la discussion sur le ratio devait s'ouvrir en décembre à l'Assemblée. Le gouvernement y était opposé, évidemment dans un contexte de fort déficit public.
publique et de crise gouvernementale. Et puis, et je crois que c'est ma dernière slide, hein, il faut sans doute aussi réussir à rééquilibrer les pouvoirs à l'intérieur de l'hôpital, comme à l'intérieur de toutes les organisations, c'est-à-dire redonner du pouvoir à celles et ceux qui font le travail. Et c'est ça ma dernière slide. Dans cet ouvrage écrit à plusieurs, hein, on est une douzaine de personnes à avoir écrit cet ouvrage, on défend l'idée qu'il faut redonner plus de parole, de pouvoir d'expression et de pouvoir aux représentants des travailleurs qui doivent absolument pouvoir s'exprimer sur leur travail, mais peut-être aussi plus largement sur les objectifs de l'organisation à laquelle ils appartiennent. Et j'ai tenu mon temps. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Méda, pour cette conférence. Merci d'avoir commencé par des comparaisons avec les pays européens et puis un discours général par rapport à tout ce qui peut se passer dans l'hôpital. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Dans tout ce que vous nous avez montré sur les enquêtes sociologiques, en quoi nos députés, sénateurs sont pénétrés de ces résultats ou les dirigeants au sens large? Je dois avouer que je ne sais pas. J'ai beaucoup suivi lorsque Agnès Buzyn était ministre de la Santé. J'ai beaucoup suivi les revendications des hospitaliers qui demandaient à la rencontrer, qui disaient ça va mal, qui faisaient des manifestations en blouse blanche, etc. et qui n'étaient pas reçus, qui ont mis un temps très 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 long à finalement être reçus. Et à l'époque, je discutais un petit peu avec des gens qui étaient dans le cabinet ministériel et qui disaient, c'était pas très clair, mais qu'ils y croyaient pas tellement finalement, hein. Et je pense que, alors beaucoup plus généralement, pour avoir récemment fait un peu une tournée de personnes, alors je sais pas comment les qualifier, mais je dirais que nos dirigeants, ou pour aller encore peut-être plus loin, nos élites, comme on dit, un terme qui ne veut pas dire grand-chose, ne croient absolument pas à ce que je vous ai raconté. Ils ne pensent pas qu'il y a un problème de conditions de travail en France. Ils pensent que, comment je pourrais dire, qu'on est trop douillet. Voilà, je dirais qu'on est trop douillet, que les gens se plaignent facilement. Je vais vous dire, en fait, j'ai été sollicitée par une de ses membres, par une des 4 femmes de l'Académie des sciences morales et politiques, pour rentrer à l'Académie des sciences morales et politiques. Je pensais n'avoir aucune chance, mais j'ai quand même fait cette petite campagne, et donc j'ai rencontré les 45 membres, la plupart des hommes assez âgés, et la plupart des hommes faiblement progressiste, et donc j'avais fait une candidature qui portait sur, ou dans laquelle je disais que je m'intéressais au travail. Et donc à chacune de ces personnes, il y avait Jean-Claude Trichet, il y avait Michel Pébroux, il y avait Jean-Claude Casanova, enfin voilà, beaucoup de personnes comme ça. Je leur racontais mon histoire de conditions de travail. Mais alors ils y croient pas un instant. Donc c'est de l'ordre de la croyance, hein. Ils vous répondent que non, il n'y a pas. Quel est le vrai problème? Alors, disent-ils. Mais ils disent, Madame, cette enquête, elle est déclarative. Donc, elle est déclarative, et donc les personnes racontent ce qu'elles veulent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les Français, ils sont pas très courageux, ils sont un petit peu paresseux, ils ont une préférence pour le loisir, et voilà, c'est du déclaratif, donc faut pas y croire. Et nous avons, en fait, toute la question est une question culturelle, hein. Les Français aiment bien se plaindre, voilà, les Français se plaignent toujours. Et donc, voilà, vous avez la réponse. C'est pas vrai, c'est juste que les Français se plaignent plus que les autres. C'est un trait culturel des Français. Alors, qu'est-ce que je leur réponds, moi? Ce qu'on leur répond avec mes collègues, c'est que le seul petit hic, c'est d'une part que ces enquêtes, elles sont faites
très sérieusement. C'est pas seulement la déclaration des personnes, mais on va aller compter des choses. Par exemple, on va leur dire combien de fois vous devez faire tel mouvement, combien de fois il y a quelque chose sur la chaîne qui passe à côté de vous, etc. Et puis deuxièmement, on est aussi les champions de quelque chose. On est les champions des accidents du travail, à la fois mortels et non mortels. Et ça, c'est plus objectif et c'est plus difficile à remettre en cause. Mais voilà, il y a un véritable déni français qui est quand même très très ennuyeux, parce que si on avait compris qu'il y avait un problème de conditions de travail, je pense que la proposition de réforme des retraites, je dis pas du tout qu'il fallait pas en faire, mais elle aurait pas été faite comme ça. C'est-à-dire que, à mon avis, le gouvernement aurait pu dire, on va ouvrir le grand chantier des conditions de travail, et puis après, on parlera de la possibilité ou pas d'augmenter le temps de travail de certaines. J'ai regardé sur les diapositives, notamment les comparaisons avec l'Allemagne. D'emblée, je me suis dit, mais est-ce que une des raisons n'est pas la faible représentation syndicale, qui est quand même particulière à la France, le faible pouvoir de l'ensemble des syndicats dans une branche ou une autre, l'absence aussi de facilité de faire des compromis. Alors, on a un exemple en ce moment avec nos députés qui n'arrivent pas à faire des compromis, contrairement à d'autres pays. Est-ce que ça fait pas partie des valeurs françaises qui posent quelques problèmes avec ça? Vous avez complètement raison, et c'est ce que j'essayais de montrer avec l'exploitation de l'enquête que je vous ai montré tout à l'heure, là. C'est-à-dire que, quand même, là où il y a le plus d'organisations qui sont favorables au bien-être des salariés, la puissance des syndicats est plus forte. Alors, dans les pays nordiques et en Allemagne, vous avez ce qu'on appelle la codétermination, c'est-à-dire à la fois dans les conseils d'établissement, il n'y a pas le chef d'entreprise, on est entre soi, et il y a beaucoup d'autonomie, de responsabilités qui sont données à ces conseils d'établissement. Et puis dans les conseils de surveillance ou d'administration des entreprises, de toutes les entreprises, vous avez au moins un tiers des représentants des travailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout le pouvoir, mais c'est quand même beaucoup mieux que dans notre pays où on a très très peu d'administrateurs salariés, où ils se font très vite étouffer. Donc vous avez parfaitement raison. Il y a à la fois une sous-représentation et un sous-pouvoir, je dirais, des syndicats, et une logique conflictuelle qui est beaucoup plus forte. Dans les pays nordiques, vous avez une reconnaissance mutuelle des partenaires et l'idée, alors qui vient de très loin, qui vient de 1899 au Danemark, 1938 en Suède, où il y a l'idée que on va arrêter de se taper dessus et on va essayer de travailler ensemble pour avancer dans l'intérêt de tout le monde. Pour les questions, je vous demanderai de vous présenter de façon... À chaque fois, je passerai le micro à qui veut. Merci, Christian Fonbatano. Je suis un ancien PUPH de ce CHU, aujourd'hui émérite, et donc j'ai connu l'époque joyeuse où l'hôpital était un endroit de plaisir à travailler. Et vous en avez parlé, et j'ai le sentiment il y a un point de bascule qui correspond à peu près à la période où la loi HPST a été promulguée. Et ce serait très intéressant que votre enquête, parce que l'enquête de comparaison de 2013, 16, 19 est certainement moins parlante que serait une enquête, je ne sais pas si elle est faisable, 2007-8, avant les conditions de travail imposées par la loi HPST, et aujourd'hui. Et en fait, dans ce que vous avez présenté, et d'ailleurs vous avez parlé du taylorisme, il me semble qu'on a vécu à l'envers l'expérience qu'a vécue Toyota dans les années 50-60, où Taylor, ayant triomphé chez Ford aux États-Unis dans les années 40, a instauré une politique qui était extrêmement directive, avec un gouvernement par le haut et des chaînes de travail où les ouvriers n'avaient rien à dire, et où Toyota a recruté son concurrent Deming, qui a fait un système d'organisation du travail radicalement différent, où les équipes étaient pas contraintes par la hiérarchie, mais étaient actives et conseillées par la hiérarchie en fonction d'objectifs à atteindre, mais restaient libres. Et on a vu ça au moment du Covid, où bizarrement, à ce moment-là, les hôpitaux se sont mis à nouveau extrêmement bien fonctionner, dans une ambiance qui pourtant était très difficile, vu les pathologies qui étaient prises en charge, mais dans une ambiance retrouvée de l'époque que moi j'ai connue dans les années 80 dans les hôpitaux, où en gros il y avait une ambiance absolument formidable, totalement à travers toutes les strates
des différents métiers des hôpitaux. Et finalement, moi, j'ai eu la perception que le problème venait d'un management, non pas des conditions de travail, mais du management du travail et du fait qu'on était passé dans une logique, j'allais dire, de faire de la médecine sur les tableaux Excel, avec des chiffres partout, totalement déconnectés de la réalité du quotidien. Et je terminerai en disant que j'ai géré pendant 20 ans un centre d'investigation clinique qui est donc né de l'idée de faire de la recherche dans des hôpitaux, dans des petites équipes extrêmement ciblées sur la compétence, le savoir-faire, et que aujourd'hui, pour renouveler ces contrats quinquennaux de centres d'investigation clinique, le ministère demande à ce qu'on soit certifié ISO 9001. Donc, évidemment, on se certifie ISO 9001, ce qui veut dire des centaines d'heures de travail, finalement pas totalement inutiles, mais quand même très largement stériles par rapport au métier qu'on fait. Les critères d'évaluation sur lesquels on est jugé par le haut commandement nous paraissent parfois totalement absurdes, et que donc notre problème, plus que des conditions de travail, sont la façon dont le management des équipes hospitalières s'est développé après la loi HPST et qui ont rendu les conditions de travail pénibles alors que fondamentalement, elles peuvent ne pas l'être, telles qu'on l'a vu au moment du Covid. Donc je reviens sur la question, est-ce qu'une enquête avant HPST et après est faisable ? Merci beaucoup, je suis totalement d'accord avec vous. Il n'en reste pas moins que le management retentit sur les conditions de travail. Il y a un moment où on a... Donc là, au départ, l'enquête conditions de travail, elle n'était pas faite sur la fonction publique. Et puis la DGAFP a décidé qu'il fallait l'étendre à la fonction publique. Et je ne sais plus quand ça s'est fait. Il suffirait qu'on regarde. Ce qu'on voit bien, en tout cas, c'est qu'entre 2007 et 2013, enfin, on voit bien le moment 2013 où les choses se sont considérablement aggravées à l'hôpital. Enfin, à ce point de regard. Je regarderai ça, je vous le dirai. Si on peut faire cette comparaison. Bon, il y a le temps que la loi aussi se diffuse, mais je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je citais parmi les explications, le New Public Management, la T2A, la loi HPST, l'ONDAM, etc. Et ce que Supio appelle la gouvernance par les nombres, c'est-à-dire en effet cette obsession de reporting absolument permanente où on ne passe plus une partie de son temps qu'à remplir des tableaux Excel. Bonjour Madame Médard, merci beaucoup pour votre exposé. Donc François Soulmagnon, on s'était rencontrés dans une vie très antérieure dans l'étude que vous aviez fait avec Monsieur Vievorka. À l'époque, j'étais chez PSA, à la DRH de PSA, donc dans l'automobile. Donc beaucoup de ce que vous avez dit, on le retrouve concrètement dans une organisation telle que l'automobile, dans lequel ce que vous avez décrit est vécu en vrai. J'aurais voulu faire une remarque et puis vous poser une question. La remarque, c'est, vous l'avez un peu effleuré avec les organisations apprenantes. Je viens de lire un article, je ne sais pas ce que vaut l'étude qu'il y a derrière, qui est l'armée allemande comme organisation apprenante. Non, mais très sérieusement, c'est une étude historique entre la guerre de 70 et la dernière guerre, qui démontre que l'armée allemande était une organisation extrêmement apprenante. Alors là, c'est pas un problème de syndicat, c'est vraiment un problème de management. C'est-à-dire que c'est la capacité de l'élite, comme on dit maintenant, à saisir les signaux faibles et à en tenir compte pour améliorer la qualité. Alors d'une armée, c'est évidemment on a bien vu que c'était très efficace, mais malheureusement l'efficacité c'était un peu contre nous. Et vous avez cité la puissance des syndicats. Moi, c'était plutôt l'activité des RH, c'est dire c'est l'ensemble de la capacité du dialogue social. C'est-à-dire que les syndicats sont évidemment un des outils extrêmement importants et la représentation des salariés de façon générale, mais pas que. D'ailleurs, vous l'avez cité sur le fait de laisser travailler les équipes entre elles. C'est une forme de dialogue social qui n'est pas forcément syndiqué. L'aspect hiérarchique, c'est l'armée allemande, et aussi un moyen de dialogue social si c'est organisé de façon intelligente.
Donc, on a un vrai sujet, effectivement, sur les capacités de management en France, avec je partage largement ce que vous avez dit sur un espèce d'autisme d'une partie des élites sur ce que vous avez dit dessus. Alors, ma question, elle est un peu liée à ça. C'est est-ce que notre organisation macro, avec beaucoup de jours de congé, avec des RTT, avec des horaires très extensif. Dans l'administration, on commence à 9h, mais on finit à 21h. Enfin, des trucs que je qualifierais d'idiots quand on voit comment fonctionnent d'autres pays qui commencent à 8h et qui terminent à 5h. Est-ce que ça joue dans les chiffres que vous nous avez montrés? Et est-ce qu'il y a aussi un effet lié au niveau de qualification et au type de travaux que l'on a en France qui peuvent être un peu différents des autres pays, notamment les pays nordiques ou l'Allemagne? Merci pour cette question. Alors, j'ai pas lu l'article sur l'armée allemande comme organisation apprenante. Moi, ce que j'avais compris, c'est que l'organisation apprenante, c'était une organisation dans laquelle les gens avaient beaucoup d'autonomie. Et ça m'étonne qu'on dise que l'armée allemande comprenait des membres qui avaient beaucoup d'autonomie. C'est juste là où j'aurais peut-être... Oui, c'est peut-être pas la même définition des... À apprendre de ses échecs ou à... Oui, d'accord. Oui, je comprends. Alors, vous avez parfaitement raison sur dialogue social à intensifier, pas seulement avec les syndicats. J'ai envie d'insister sur un point en particulier. Alors, le présentéisme français, c'est un truc bien connu, c'est-à-dire qu'en effet, on reste de super longues heures au bureau, pas nécessairement pour être plus productif que les autres, pendant que les Danois, les Finlandais, les Allemands, ils partent à 17 heures du boulot et le boulot est bien fait. Donc, on a un problème de présentéisme. Mais ce problème de présentéisme, ça vient aussi, me semble-t-il, d'une sorte de conception très hiérarchique de l'entreprise qui n'est pas en vigueur dans d'autres pays, très très hiérarchique, très très verticale, où de ce fait on doit faire du présentéisme pour se faire bien voir de celui qui est au-dessus, et qui vient aussi en dessous de l'éducation et du type de scolarisation qu'on fait subir aux gens, avec une logique de sélection par l'échec, une sorte de caporalisation à l'école, une mise en compétition des élèves, etc. Je pense qu'on a tout ça est finalement très français. Je ne sais pas si vous avez lu un auteur qui s'appelle Philippe Diribarne, La logique de l'honneur, où donc ce qu'il défend, c'est que ça vient de très loin, notre respect de la hiérarchie, le fait qu'il y a les nobles et les non-nobles, l'élite et pas l'élite, les grandes écoles et le reste, etc. Et donc je pense qu'on a on a toute une tradition à revoir finalement, et que nos insuffisances actuelles en ces matières-là, elles viennent largement de là en fait. Je suis Agnès Hartmann, diabétologue et membre du collectif Interhôpitaux. Moi, je suis intéressée par ça va recouper un peu ce qui a été dit. À l'hôpital, il y a le fait que le personnel soignant. Alors, pourquoi on demanderait au personnel forcément de se syndiquer pour avoir un mode d'expression? À l'hôpital, le personnel soignant a peu d'endroits pour s'exprimer. En fait, il y a un encadrement qui est censé relayer des paroles de personnel soignant, mais en fait, c'est pas vraiment leur fonction dans l'hôpital, parce que l'encadrement subit aussi une certaine pression de la direction, donc n'a pas ce rôle de fait, et le personnel est peu syndiqué. Et en ce moment, j'ai vu que vous parliez de les espaces pour parler sur le travail, et c'est une mesure intéressante, mais qui peut être un peu détournée probablement au quotidien, parce que on entend dire ça en ce moment sur nos hôpitaux, créer des espaces de discussion sur le travail. Le problème, c'est que ces espaces, ils sont sur le terrain. Donc, on nous demande de discuter entre nous sur notre travail. Et bon, c'est vrai qu'on a moins le temps de se croiser, on a moins le temps de faire des réunions comme ça, d'expression et d'organisation sur notre travail, mais globalement, quand même, on se croise et on se parle déjà. Et en fait, je trouve que c'est un détournement de la mesure, puisque on discute entre nous de ce qui dysfonctionne. Il y a des post-it, vous voyez, on nous demande de mettre des post-it, et puis à la fin de ces discussions, il y en a où on pourra dire, oui, là, on a peut-être pu résoudre un post-it, mais le reste, on pourra pas. Et en fait, on nous demande pas de le faire remonter. Donc,
c'est un peu une manière de détourner cette bonne idée, je trouve. Ça peut tout à fait l'être, en effet. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, des espaces de discussion sur le travail, d'abord sans la hiérarchie, ensuite avec la hiérarchie, et évidemment, il faut que ça aboutisse quelque part. C'est exactement la même histoire que les doléances. Aujourd'hui, il y avait à l'Assemblée une grande réunion organisée autour des cahiers de doléances. Peut-être vous vous souvenez que ce sont ces cahiers qui ont été remplis pendant le grand débat national. Il y en a eu énormément partout, et puis personne ne s'en est servi, et en plus, personne ne peut y accéder. C'est un truc absolument invraisemblable. Il y a eu Hélène Desplanques a fait un documentaire là-dessus où elle va voir de temps en temps dans certains endroits le contenu de ces cahiers. C'est très intéressant. Mais pour l'instant, il y a que certains chercheurs avec autorisation qui peuvent y accéder. Donc c'est exactement la même chose. On demande aux gens de dire des choses et puis on s'en sert absolument pas. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Vous vous souvenez aussi qu'il y avait eu les lois Auroux en 82 qui étaient censées accompagner, promouvoir l'expression des salariés, et puis elles ont été également en quelque sorte contournées, ces lois Auroux. Elles n'ont rien donné, elles n'ont pas donné ce qu'elles auraient dû donner. François Salaka, je suis neurologue. Je suis aussi membre du collectif Interhôpitaux, mais ça ne me définit pas totalement. Je voudrais juste dire que les grands mouvements de 2019 avant le Covid et qui ont abouti à des manifestations dignes de ce nom étaient basés sur le fait qu'il y avait une prise de conscience que l'hôpital était en train de se détruire devant nous. Et face à ça, il y a plusieurs solutions, hein. Soit on considère que c'est une fatalité, soit on considère que le collectif c'est fini et donc on la joue perso. Et c'est ça qui m'intéresse le plus finalement dans votre diapositive où vous disiez que faire. Parce que c'est vraiment la question qu'on se pose. On assiste à la destruction d'un système. Notre président actuel a dit que c'est très difficile en fait de construire quelque chose tant que la précédente chose n'a pas été totalement détruite. Alors lapsus ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas il l'a dit et il y a des preuves. Donc moi je m'intéresse surtout parce que je suis un médecin de terrain, je m'occupe de sclérose latérale amyotrophique, j'ai besoin des équipes, je ne peux rien faire tout seul. Et dans ce contexte-là, comment faire en sorte de bâtir une équipe, de la reconstruire, sachant que la détruire, ça prend quelques semaines ou quelques mois. La construire, ça prend plusieurs années, surtout dans un contexte où le sens du travail, le sens du collectif, la stabilité des équipes est quelque chose de difficile à obtenir. Et finalement, ce qu'on a entendu, parce que c'est assez intéressant l'échange que vous avez eu récemment avec ceux qui savent, ceux qui réfléchissent et ceux qui décident, c'est qu'il y a une tendance lourde dans la société. Et cette tendance lourde, c'est l'individualisme et le fait que de plus en plus, les gens, ce qu'ils veulent, c'est profiter de la vie. Et que finalement, là-dedans, le travail, oui, un peu, mais pas tant que ça. Et donc, je m'interroge sur le fait que, pour moi, c'est malhonnête de présenter les choses comme ça, avec cet effet ciseau qui est, en gros, effectivement, les jeunes générations ne veulent plus travailler. Et non, mais en gros, c'est ça qui est dit. Je dis pas que c'est ce qui est. Et donc, le sens du travail, arrêtez de vous battre là-dessus parce que c'est pas le problème. Moi, je considère que c'est juste un problème de dosage et que le sens du travail demeure quelque chose de très important pour avoir des équipes qui tiennent sur la durée et qui acquièrent le savoir-faire nécessaire à l'exercice du métier du soin, mais que ça se construit et que sinon, les gens la jouent perso. Ils la jouent perso en partant dans l'intérim. Donc, en fait, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger sur les solutions que vous voyez, si vous en voyez, entre comment maintenir cette fibre collective qui est indispensable aux soins dans des conditions sociologiques qui, c'est vrai, évoluent, mais pas du tout au tout. Merci beaucoup. C'est vrai de beaucoup d'organisations, hein. Il n'y a pas que l'hôpital. Bientôt, les universités sont déjà concernées et vont être concernées. Beaucoup d'organisations sont touchées. Ce que je voulais dire, c'est que quand le travail est intéressant, qu'on peut montrer son utilité, etc., alors il y a plus de problème. Bien sûr que les jeunes veulent travailler, bien sûr qu'ils sont très très investis, mais simplement c'est vrai qu'il y a des phénomènes. D'une part, il y a des phénomènes de retrait quand c'est trop dur. Il y a aussi la grande peur du changement climatique, hein, qui pèse sur les jeunes et qui est quand même effrayante. Entre la guerre, les changements géopolitiques et le changement climatique, c'est très très fort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Si je le savais, je me serais
Ça fait longtemps que j'aurais essayé de faire des choses, mais non, je pense qu'il faut malheureusement, c'est exactement comme le changement climatique, et encore, il faut des catastrophes. Vous avez vu que chaque fois qu'on a une huile qui est malade et qui découvre, comme l'hôpital, c'est merveilleux. Alors là, tout d'un coup, on a des trémolos dans la voix et des gens qui vous disent que c'est vraiment formidable. Donc, il faudrait peut-être un peu plus de personnes importantes qui qui a un petit accident. Et puis non, après il y a l'énorme sujet qui nous concerne tous, enfin toutes les organisations, des impôts finalement. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il faut qu'on paye des impôts pour avoir de bons services publics, et que les services publics, c'est super important. On l'a vu à Valence, je veux dire, tout a été balayé d'un coup. On nous dit que il y a la moitié du PIB régional qui est parti en fumée et qu'on a besoin de ça pour reconstruire en Espagne. Alors tout d'un coup, les gens découvrent, ah ouais, les services d'urgence, en fait, c'est super intéressant, super important, etc. Bon, donc par exemple, pour le changement climatique, je pense qu'il va y avoir à un moment suffisamment de catastrophes pour que les gens comprennent qu'il y a un problème. Le seul bémol à ça, c'est que il sera peut-être trop tard. Et que ce qu'on voit se passer là un peu partout avec le changement climatique, c'est qu'en fait c'est quand même l'extrême droite qui récupère les marrons. Ce qu'on voit à la fois à Valence en Espagne et dans les Hauts-de-France, c'est que plus les gens se retrouvent face à des catastrophes, plus ils se jettent dans les bras de l'extrême droite. Et donc ça c'est effrayant. Donc je sais pas quoi vous dire. Je suis comme vous, je partage vos combats et vos réflexions et vos doutes et vos interrogations. Bonsoir, je vais peut-être vous continuer dans cette optique, mais bon, peut-être qu'il y aura des réponses un peu plus précises. Moi, je suis Jésus Gonzalez, je suis chef de service d'un service ici à la Pitié-Salpêtrière de rééducation, un service de taille moyenne. Et bon, je suis à côté de mes amis, mais je fais pas partie du collectif, mais justement, et François me le reproche souvent, il dit un peu d'individualisme, et ça va être ça ma question. Je voudrais savoir si, dans vos travaux de recherche, vous avez été voir des unités ou des services qui, par exemple, vont bien, qui ont trouvé des systèmes pour aller de l'avant quand même. J'ai l'impression que le mien va pas trop mal, mais c'est au prix de beaucoup d'individualisme et de protection, puis la tête dans le guidon tout le temps. Est-ce que, dans les solutions justement que vous demandez, François Salakas, est-ce qu'il y en a au niveau local qu'on peut appliquer? Parce que vous avez proposé beaucoup de solutions, des macro-solutions, en disant les pouvoirs publics devraient s'intéresser aux conditions de travail, et ça, on est d'accord avec vous. Mais nous, acteurs vraiment de terrain et responsables d'unité, est-ce qu'on peut améliorer des choses, améliorer localement? Est-ce que vous avez été voir des services qui vont bien et que font-ils? Oui. Alors, je pense quand même que le macro, c'est très, très important. On le voit bien en ce moment. Si on n'a pas les bonnes politiques, si on n'a pas quand même un peu d'argent, si on n'a pas, ça marche pas trop. Mais oui, j'ai vu des endroits où ça allait bien. Et j'ai envie de citer deux exemples. Dans l'enquête qu'on a faite là il y a quelques années, une petite entreprise qui fabriquait des extrudeuses à Saint-Étienne, je crois, avec un dirigeant. Alors c'était pas une entreprise familiale, c'était une entreprise qui avait été plus ou moins reprise par ses salariés et qui avait un dirigeant hyper investi, qui appartenait non pas au MEDEF local mais à la CGPME, je crois. Et alors le dirigeant lui-même était une personnalité particulière, très très impliqué dans son travail et dans le souci du bien-être de ses salariés. Il avait mis en place une organisation du travail où il y avait beaucoup d'autonomie. Je me souviens d'un point important. Il avait un des ouvriers qui avait été envoyé au loin pour réparer les machines. Ce sont d'énormes machines qui fabriquent, par exemple, des pâtes alimentaires, des trucs avec des formes particulières. Et ce type avait eu un énorme accident de moto et il avait été réintégré dans l'entreprise. Tout le monde s'était occupé de lui, etc. Bref, la personnalité du dirigeant, c'est super important. Et je pense qu'en effet, à un niveau local, on peut, si on écoute la parole des gens, construire des choses avec les gens.
C'est pas possible d'avoir cette organisation verticale. Ce dirigeant, il passait énormément de temps à réunir ses équipes tout le temps et il les écoutait, il mettait en place ce que les gens lui proposaient, etc., etc. Voilà, faut des deux, faut à la fois des collectifs comme ceux que vous avez formés, plus de dialogue social, des mesures macro et des chefs d'équipe différents sûrement et des personnalités qui ont pas seulement en effet fait les grandes écoles et qui sont des grosses têtes, quoi. Bon, Jésus, si ça va pas trop mal, continue. Bonsoir, merci pour votre présentation. Moi, je suis Elisa Dallest. Je travaille en tant qu'administrative à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille. Et en parallèle, je continue mes études ici à la Sorbonne dans le milieu de la santé publique. Moi, je connais encore très mal le milieu du travail puisque je travaille à l'hôpital depuis 1 an. Et je connais encore moins le milieu du syndicalisme. Et du coup, je me pose une question par rapport à tout ce que vous avez dit. Par rapport au fait que, par rapport aux autres pays européens, par exemple, la puissance des syndicats est plus faible et que le soutien est également plus faible. Mais du coup, moi, ça me pose problème parce que j'entends tout type de caricatures et d'idées reçues à ce propos, comme quoi que les syndicats utilisent les heures de réunion pour pas aller travailler, etc., etc. Mais du coup, à quel type de cadre, de structure et d'organisation. Oui, et soumis. Enfin, à quel cadre sont-ils soumis en fait? Est-ce qu'ils sont contrôlés? Est-ce qu'il y a des contrôles là-dessus? Parce que je me demande du coup comment c'est possible. Bah, d'abord, je pense qu'il y a des stéréotypes sur les uns et les autres, que peut-être que tous les représentants syndicaux sont pas des gens absolument parfaits, mais sans doute que la grande majorité font bien leur boulot. Moi, il me semble que s'il y avait en effet beaucoup plus de personnes syndiquées ou impliquées dans des organisations collectives, ça permet aussi de vérifier ce que font les gens. Je veux dire, quand vous donnez votre voix à quelqu'un, vous avez le droit de savoir ce que cette personne en fait. Et donc, s'il y avait beaucoup plus de gens dans peut-être des syndicats, peut-être un petit peu moins nombreux, on pourrait espérer aussi qu'il y ait je ne vais pas jusqu'à la fusion de tous les syndicats, mais je pense que les syndicats seraient plus puissants s'il y avait une grosse organisation syndicale avec beaucoup de gens, qu'elle aurait plus de pouvoir pour négocier. Et donc, s'il y avait plus de gens syndiqués ou dans des collectifs, je pense que ça pourrait quand même franchement améliorer les choses. Et qu'à ce moment-là, les adhérents, ils pourraient demander des comptes aux organisations auxquelles ils ont donné leur voix et leur cotisation. Bonsoir, Thibault Lande, je suis épidémiologiste. Je travaille dans une unité mixte de recherche où on s'intéresse à l'épidémiologie sociale. Moi, je suis spécialisé dans la santé mentale des ados et en lien avec les addictions. Et j'ai 2 questions pour vous. La première, les nouveaux modes d'exposition sociétaux, j'ai envie de dire, et les représentations qui vont avec au niveau du travail, et notamment, j'ai un exemple en tête, les blogueurs ou les choses comme ça. Les nouveaux métiers, en fait, plus faciles, qui rémunèrent mieux en théorie, ou en tout cas, c'est la représentation que les jeunes en ont. Est-ce que, selon vous, ça peut expliquer un basculement et donc une nouvelle philosophie du travail, en fait, dans les chiffres que vous nous présentez? Et une deuxième question qui n'a rien à voir, qui est plutôt statistique. Vous avez présenté un tableau de la fonction publique hospitalière. Si mes souvenirs sont bons, l'outcome c'était combien de temps pensez-vous pouvoir rester avant la retraite? Ouais. Il y a 2 catégories qui ont été regroupées et mises ensemble. J'ai vu infirmière et sage-femme. Ouais. Je comprends pas ce choix, sachant que les sages-femmes sont des professionnels de santé paramédicales. Selon moi, elles auraient dû apparaître dans une autre catégorie. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Non, je peux pas du tout l'expliquer parce que c'est pas moi qui fais la catégorisation. Donc non, je peux
Juste une idée, hein, les sages-femmes sont moins nombreuses que les infirmières. Donc, on a peut-être dans cette étude regroupé 2 catégories parce qu'il n'y avait pas assez de sages-femmes représentées. Et par ailleurs, c'est une profession médicale, pas paramédicale. D'accord, ok. Donc ça, je sais pas. Sur la philosophie du travail, est-ce que blogueurs, tout ça, ont fait basculer? Je ne sais pas. J'ai pas assez étudié la question. En tout cas, ce qui me semble, c'est que en fait, les jeunes vivent de façon encore beaucoup plus forte le paradoxe que je vous ai montré. C'est-à-dire, ils ont des attentes immenses qui sont placées sur le travail et elles sont encore bien plus, elles se fracassent encore bien plus sur la réalité que pour l'ensemble des classes d'âge. Parce que n'oublions pas que ils mettent plus de temps à s'insérer sur le marché du travail. Les études, c'est quand même un niveau de stress qu'on n'a absolument jamais vu, quoi, en ce moment. Vous avez maintenant des gens, y compris en première année de licence, qui s'évanouissent à moitié parce qu'ils vont avoir une mauvaise note. Parcoursup est un truc horrible. Enfin bon, vous êtes bien placé pour savoir ce que font les enquêtes les études de médecine aux jeunes. Bref, il y a un stress sur la compétition pour accéder aux places où on aura peut-être un bon métier qui est absolument folle. Et donc, il y a une monstrueuse désillusion, en fait, quand ils arrivent sur le travail. Je pense, par exemple, moi, je fais un cours de philosophie du développement durable en master. Alors, ils ont très, très, très envie de tout changer, de lutter contre le changement climatique, etc. Puis en fait, quand ils arrivent sur le marché du travail, mais il n'y a aucun poste sur eux. Parce que les entreprises, elles n'ont pas spécialement envie, elles ont plutôt envie de faire du greenwashing. Il y en a très peu qui font vraiment des choses. Dans l'État, c'est complètement hiérarchisé. Vous avez un micro-bout de responsabilité, en fait. Aucune marge de manœuvre parce que ça va être décidé, on ne sait pas très bien où, mais en tout cas plutôt à Bercy que par la personne qui est dans le ministère de la transition écologique. Enfin bref, ils sont mieux formés que jamais quand même, malgré tout ce qu'on dit et tout ce qu'on lit là. Ils sont bien formés, ils sont hyper stressés, ils ont des pressions sur eux monstrueuses, ils mettent un temps fou à atteindre enfin une stabilité dans l'emploi et franchement, la majeure partie des métiers est pas épanouissante, quoi. D'où les histoires de Greber avec bullshit jobs, etc. Mais il y a de plus en plus de métiers qui sont considérés comme des bullshit jobs. Et il y a de plus en plus un soupçon sur ces métiers qui ne font que nourrir les usines à profit d'un certain nombre d'entreprises, quoi. On vous fait faire n'importe quoi juste pour augmenter les profits. Donc ça, c'est un énorme malaise, je crois. Dernière question. Merci beaucoup pour votre intervention. Marie-Alice Foujols, je suis celle qui vient de Sciences Sorbonne Université. Je travaille à l'Institut Pierre-Simon Laplace sur le changement climatique et tout ça. J'ai une question qui me taraude depuis très longtemps dans ma vie professionnelle. Je suis en fin de carrière et en fait, j'aurais eu besoin de temps. C'est-à-dire quand mes enfants étaient petits, j'aurais eu besoin de temps, j'aurais besoin que mon mari aussi ait du temps. Et ce temps disponible dans la vie, on pourrait en faire des choses différentes en fonction de là où on en est dans la vie. Je pense que en ce moment, ce serait vraiment bien d'avoir du temps pour réfléchir à comment on fait évoluer nos métiers pour qu'ils soient durables, soutenables, pour se préparer pour les prochaines crises qui ne vont pas manquer d'arriver. Et vous êtes en première ligne. Je vous en remercie encore. Et voilà, je voulais vous poser cette question depuis longtemps. Le temps, l'évolution dans la vie et le temps de travail. Voilà, que voulez-vous en dire? Il y a eu pas mal de propositions autour de cette question. Alors d'abord, on a pensé qu'on allait faire la réduction du temps de travail à 35 heures et que on arriverait à trouver une forme de flexibilité avec ça.
Ça n'a pas vraiment été le cas. Ça a quand même un petit peu raté, quoi. Après, il y a la proposition de la CFDT qui milite pour qu'on ait une sorte de compte épargne-temps et qu'on puisse utiliser ce temps à certains moments de la vie, quand on a un jeune enfant, quand on va arriver en effet près de la retraite, et qu'on peut diminuer son temps de travail. Bref, une forme de flexibilité. Le problème, c'est qu'en France, on ne sait pas faire ça. Et donc, la flexibilité, elle se retourne toujours contre les gens. C'est toujours la flexibilité pour l'entreprise et jamais pour les salariés. Et donc ça, c'est un sujet qui reste complètement devant nous. Alors maintenant, on a inventé un nouveau truc qui est les 4 jours, mais les 4 jours où il faut faire la même quantité de travail. Donc ça va contribuer à intensifier à nouveau le travail. Bon, moi, j'étais très en faveur des 35 heures à l'époque. Et puis quand je vois comment ça s'est fait dans un certain nombre d'endroits, de fait, ça a intensifié le travail. Voilà, on ne sait pas régler ces questions-là et on revient à l'idée de tout à l'heure. Hein, il n'y a pas assez de dialogue social, on parle pas assez, on prend pas assez en compte les besoins des personnes. Voilà. Je sais pas si c'est bien de terminer là-dessus. On prend le temps de réfléchir. Les propositions. Je vous conseille la lecture de un auteur qui va vous intéresser, qui parle beaucoup de ces questions, qui s'appelle Thomas Coutreau. C'est celui qui, pendant des années à la DARES, c'était mon collègue, moi j'ai passé 12 ans à la DARES. Thomas Coutreau, c'était celui qui maintenait et exploitait les enquêtes conditions de travail. Il a beaucoup écrit sur l'organisation du travail. Aujourd'hui, il continue. Il a écrit un très joli livre récemment qui s'appelle Redonner du sens au travail, et il milite pour plus d'autonomie au travail, des espaces de discussion sur le travail, etc., etc. Peut-être que ça, c'est mieux de terminer là-dessus. Ça ouvre plus. Ça me semble bien. Un grand merci, Madame Médard.